boo leen bëgg am mboolem vidéo yi bàyyi ko seen YouTube Bambey Série TV dañuy dem ci bouton bi ñu bind abonné ngeen bës ko te bu leen fàttee bës cloche de notification. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur de Gambie, Monsieur le ministre et cher Sambassi, Monsieur le ministre cher Boubacar Sidine, Madame le ministre cher Penda, cher Khalidou, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République du Congo et cher Jean-Luc, Monsieur le doyen de la FASTEF, pardonnez-moi, Monsieur le recteur, je ne suis pas très au courant du protocole et pourtant je devrais, puisque j'ai eu l'honneur de servir un président de la République et que j'ai eu beaucoup de mal toujours à mettre exactement l'ordre qu'il fallait pour le protocole. Mais vous me pardonnerez. Monsieur le président de l'amicale des stagiaires et étudiants de la FASTEF, mon cher Mbaye Thiam, vous l'avez dit, monsieur le recteur, vous m'accueillez chez moi. Vous m'avez déjà donné hospitalité dans votre bureau quand je suis venu vous voir à la fin de la semaine dernière pour vous parler d'un projet que mes amis du département de philosophie et moi-même avons d'organiser d'ici en 2024 un colloque international de philosophie, et vous nous avez fait l'amitié de dire tout de suite oui avant même que j'ai fini de vous présenter ma demande. Et si je dis cela, monsieur le recteur, c'est que si je fais le compte, ça fait 20 ans que j'enseigne dans les universités américaines, à Chicago et maintenant à New York, mais je n'ai jamais quitté cette université Cheikh Anta Diop qui est la mienne. Et cela grâce précisément à ceux qui ont été, pour la plupart, tous finalement, mes étudiants, et qui sont aujourd'hui mes collègues et mes amis. Je ne crois pas avoir manqué un seul événement intellectuel important de notre pays pendant les 20 années où je n'ai pas été présent physiquement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et la mission qui m'a été confiée quand j'ai commencé mon premier cours en 1982 d'enseignant ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, je l'ai toujours poursuivi également, puisqu'il y a encore simplement 3 mois, j'étais dans un jury de thèse où nous avons à nouveau adoubé un nouveau collègue en philosophie. Et donc, je crois pouvoir dire, monsieur le recteur, que vous avez 1000 fois raison de dire que je suis de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je n'ai jamais cessé d'être de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et Adiba, qui a tout dit, sauf vous confier qu'il est mon cousin. Donc, vous pouvez mettre tout ce qu'il a dit de généreux me concernant sur le compte de la parenté qui nous lie. Eh bien, Adiba a rappelé, lui aussi, qu'au bout du compte, je n'ai jamais été véritablement absent de cette université. Et lorsque le président de la République m'avait fait l'honneur de me confier la présidence de la commission de réflexion sur l'avenir de l'enseignement supérieur, il m'a suffi simplement de dire que j'étais persuadé que mes amis, qui avaient été toujours présents à mes côtés, seraient à nouveau présents à mes côtés pour que nous mettions ensemble nos intelligences, que nous mettions ensemble nos expériences, et que nous mettions surtout ensemble notre passion commune pour l'œuvre d'éducation, pour que nous puissions en effet proposer et mettre sur sa table un certain nombre de recommandations dont je suis heureux que vous ayez dit, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Innovation et de la Recherche, que ces recommandations donnent toujours leur orientation à nos systèmes, à nos différentes universités et à notre système d'enseignement supérieur. Monsieur le ministre, monsieur le recteur, monsieur le doyen de la FASTEF, un moment comme celui qui nous réunit, la célébration du 60e anniversaire d'une institution aussi prestigieuse que l'École normale supérieure, devenue la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, m'a semblé propice pour poser la question que vous propose le titre que j'ai choisi pour cette conférence, « Éduquer au monde qui vient ».
éduquer à l'avenir. Bien sûr, un anniversaire, invite à se retourner sur le chemin qui a été parcouru. Celui de la FASTEF manifeste avec éclat l'engagement, la passion d'enseigner, le talent des générations de formateurs qui ont donné à notre pays ceux et celles qui l'ont servi en éduquant sa jeunesse. Et un anniversaire, c'est aussi, et c'est surtout, l'occasion de regarder loin devant et de se demander ce que le monde qui vient commande de faire aujourd'hui. C'est à la réflexion sur cette question que j'ai voulu consacrer cette leçon inaugurale que vous m'avez fait l'honneur, Monsieur le doyen Moustapha Sokhna, de me confier. Dans le climat intellectuel qui est le nôtre, la première exigence que rencontre une telle réflexion est celle d'une décolonisation. Ainsi, dans les termes du penseur kényan Ngugi wa Thiong'o, la tâche d'éducation qui nous incombe aujourd'hui est d'abord et avant tout celle d'une décolonisation de l'esprit. Son ouvrage, Decolonizing the Mind, on le sait, est un des grands classiques de la littérature dite décoloniale. Sur ce point, on peut faire cette réflexion que l'éducation en général, que ce soit en Suède, en Chine, en Afrique du Sud ou en Argentine, est synonyme de décolonisation de l'esprit. En d'autres termes, le combat pour une décolonisation des esprits est simplement synonyme de combat pour l'éducation, car la finalité de celle-ci, en quelque région du monde que ce soit, au nord comme au sud, est de débarrasser l'esprit de ce qui le colonise, c'est-à-dire de tout le fatras de préjugés et d'opinions non fondées en raison qui offusquent la lumière du savoir. Mais on sait bien que l'on a affaire aussi à un mot d'ordre militant, commandant de décoloniser les disciplines d'histoire, les sciences sociales en général, les humanités, la philosophie. À quoi certains ajouteront les sciences dites exactes, la mathématique ou la logique. Et si vous vous étonnez, par exemple, que l'opération décolonisation s'applique de la même manière aux sciences logico-formelles, on vous opposera souvent que c'est justement parce que votre esprit n'est pas suffisamment décolonisé que vous pensez pouvoir mettre à part comme étant universel et donc non engagé dans l'historicité les disciplines que voilà, c'est-à-dire les disciplines logico-formelles. Il ne faut bien entendu pas nier les liens qui tiennent ensemble dans une même configuration épistémologique les sciences dites exactes et celles sociales ou humaines. Mais faut-il pour autant ignorer qu'en matière de savoir et donc d'éducation, l'universel existe bel et bien, même s'il s'agit bien entendu d'un universel que je dirais non impérial, qu'il faut donc penser et définir d'une manière que l'on pourra dire post-coloniale. Il faut donc interroger le mot d'ordre de décoloniser les savoirs en demandant quel sens lui donner et à quoi ressemble un curriculum qui serait un curriculum décolonisé. Car il est facile de dénoncer un canon pédagogique, comme étant occidental et colonial. Il est bien plus difficile de proposer celui qui doit le remplacer, celui auquel il faut éduquer et former pour demain. Et pour prendre la mesure du problème, il est utile de faire un détour par le contexte dans lequel l'exigence de décoloniser les disciplines s'est proclamée avec la plus grande virulence. Je veux parler de l'espace académique sud-africain, où la revendication d'une décolonisation des savoirs et de leur enseignement dans les universités s'est identifiée à ce qui s'est proclamé le fall movement ou fallisme. Je rappelle que le fall movement est un mouvement né sur le campus de l'Université de Cape Town en 2015,
un mouvement de protestation de la communauté universitaire dans son ensemble, surtout des étudiants, contre la présence dans leur espace d'une statue de Cecil Rhodes, qui fut, comme vous le savez, le premier ministre de la colonie du Cap à la fin du XIXe siècle, et qui a donné son nom à ce qui fut la Rhodésie avant de devenir indépendant et de s'appeler le Zimbabwe. Et donc, le mouvement est d'abord né comme une protestation contre ce symbole du colonialisme qui était la statue de Cecil Rhodes. Le mouvement, ce mouvement Rhodes Must Fall, Cecil Rhodes Must Fall, ou fallisme, ce mouvement s'est pour ainsi dire ensuite mondialisé. Et il a pris le sens d'une revendication académique. Et c'est la raison pour laquelle j'en parle ici. Celle de voir déboulonner les Cecil Rhodes épistémiques qui trônent au sein des curricula, différents curricula des universités du Sud en général, d'Afrique en particulier. Achille Mbembe, qui a vécu de près ce mouvement, le fallisme, et qui a également consacré 2 essais à la décolonisation des savoirs, écrit à propos de ce qu'il appelle nos institutions d'enseignement supérieur, je le cite, que ces institutions sont occidentalisées dans le sens où elles sont des instantiations locales d'un modèle académique dominant basé sur un canon épistémique eurocentrique. Un canon eurocentrique est un canon qui attribue la vérité uniquement au monde occidental de production du savoir. C'est un canon qui ne tient pas compte des autres traditions épistémiques. Fin de la citation d'Achille Mbembe. On pourrait ajouter à ce propos que non seulement il n'en tient pas compte, mais qu'il provoque aussi leur destruction, la destruction de ces autres traditions épistémiques. La pensée dite décoloniale parle ainsi beaucoup d'épistémicide. Je ne crois pas qu'il faille dramatiser avec un mot comme celui-là, mais comme il a cours maintenant, employons-le. En considérant les modes dits occidentaux de savoir comme des machines à éradiquer les épistémés du Sud global. Qu'en est-il donc des savoirs qui sont censés être menacés et de la place qui doit être la leur dans l'éducation et de la formation pour demain? Pour répondre à cette question, je ferai la remarque que ce qu'il s'agit de dénoncer plus largement lorsqu'on accuse le canon d'être eurocentrique, c'est toute une posture ethnologique qui repose sur le double postulat que, premièrement, les nations colonisatrices ont atteint la pleine compréhension d'elles-mêmes en tant que norme de ce que signifie être humain, et deuxièmement, et en conséquence, qu'elles sont tout naturellement fondées à envoyer des anthropologues évaluer les traits et les pratiques culturelles des sociétés autres, à les traduire dans les langues impériales, selon les termes de celles-ci, et à comprendre ainsi ces autres mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. Par ailleurs, il ne s'agit pas seulement de compréhension objective, mais de la mise en œuvre aussi d'une relation de pouvoir qui est inscrite dans l'acte même de connaître. La constitution d'une bibliothèque coloniale, pour prendre l'expression de Valentin Mudimbe, est ainsi aussi, dans bien des cas, la négation de ce dont elle prétend rendre raison. Les cosmologies et les épistémologies des sociétés non européennes, et en particulier les œuvres d'art qu'elles ont produites, et dont on peut dire qu'elles constituent le langage visuel de leur philosophie. Vous savez que lorsque Felwine Sarr et Bénédicte Savoy se sont vus confier la mission de réfléchir à la restitution des objets d'art africains, ces 2 amis m'ont fait l'amitié de me consulter et de consulter l'ouvrage que j'avais consacré au président Senghor sous le titre « L'art africain comme philosophie ». L'idée qui est au cœur de leur démarche est que les arts ne sont pas simplement pure décoration, mais que les arts plastiques africains, l'art classique africain, est également le langage, la traduction visuelle, la traduction plastique
de philosophie et que par conséquent, leur destruction ou leur départ du continent était véritablement un exode philosophique sur ce plan. En ce sens, la science de l'anthropologie est la manifestation même de ce que maints philosophes latino-américains, qui sont en général des philosophes de la décolonialité, appellent la colonialité épistémique. Est-ce à dire alors que dans les savoirs à enseigner pour demain, il faut éliminer la bibliothèque coloniale? Ce serait oublier qu'on ne brûle pas les bibliothèques et on n'abandonne pas les bibliothèques. Ce qu'on fait, c'est les ouvrir à l'évaluation et à la critique. Ce serait aussi donner dans le simplisme d'un fallisme, d'un folisme épistémologique. Il faut en effet insister sur la complexité de la tâche de décolonisation de la connaissance qui interdit une approche de la question qui serait basée sur le principe du must fall. Par exemple, critiquer un curriculum philosophique. Il y a tellement d'éminents philosophes ici que je ne peux m'empêcher de donner l'exemple de la discipline que nous partageons, Sambasi, Lena Sen, Siguiné, ou moi-même, ou évidemment le grand Adiba. Eh bien, critiquer un curriculum philosophique de notions, construit sur la base de grands auteurs et de grands textes classiques, en le tenant pour colonial, afin d'en proposer un qui serait décolonisé, ne peut être un simple exercice visant à faire tomber les Cecil Rhodes qui seraient présents dans le canon philosophique. Nous pouvons imaginer qu'une telle entreprise produirait un effet domino qui aboutirait à ce qu'il ne reste plus ni philosophe ni texte classique et que la notion même de classique se vide de toute signification. Je profite de ce que l'Inspection générale de philosophie est présente ici pour insister sur ce point-là. Il est important de se rendre compte qu'aujourd'hui, un discours philosophique ambiant consiste à accuser ceux qu'on appelle les grands philosophes ou les grands textes philosophiques d'être des textes coloniaux, d'être des textes eurocentrés. On vous dénoncera le racisme de Hegel, on vous dénoncera le racisme de Kant, on vous dénoncera le racisme de Hume. On a 1000 fois raison. Mais une fois que l'on a dit cela, il faut revenir quand même à la signification première de ce que c'est qu'être un classique. Un classique, comme son étymologie l'indique, c'est ce qui est digne d'être enseigné dans les classes. Et la raison pour laquelle un classique est un classique, c'est que précisément un classique est formateur d'un esprit critique. C'est le seul critère selon lequel on constitue un canon épistémologique et on constitue un curriculum pour enseigner. Vider la notion de classique de toute signification ne rendrait service ni à la discipline de la philosophie, ni à aucune autre discipline. Prenons un exemple de ce que pourrait être un canon philosophique qui serait notre programme de philosophie. Eh bien, si c'est un programme de notions, la manière de le décoloniser, ce canon, sera de faire en sorte de pluraliser les voix qui s'expriment autour de ces notions. On peut imaginer, par exemple, une notion comme les origines, et sur cette notion comme les origines, faire parler les présocratiques, qui se sont proposés d'avoir comme origine l'eau, ou la terre, ou le feu, ou quel est l'autre? L'air. Eh bien, ou alors, et à ce moment-là, on peut faire parfaitement parler les présocratiques avec les cosmogonies de l'Afrique du Sud ou les cosmogonies d'Ogon. Et de cette manière-là, on construira un dialogue permanent et avec un esprit d'évaluation et un esprit critique, un canon qui serait à la fois un canon décolonisé et un canon qui serait également un canon universalisable. Il est heureux d'ailleurs que l'Inspection générale de philosophie de la France soit arrivée à ce point où son programme est devenu véritablement un programme multiculturel. Vous le savez très certainement, aujourd'hui, dans le programme de notions qui constitue le programme philosophique de la France, on fait parler, à côté des philosophes traditionnels considérés comme des classiques, un philosophe comme Zhuangzi, un philosophe comme Nagarjuna, un philosophe comme Ibn Sina Avicenne,
ou un philosophe comme Maïmonide également. Et pour revenir maintenant sur l'exemple de la discipline anthropologie, simplement la dénoncer comme coloniale, dire que l'anthropologie est une discipline coloniale, c'est ignorer une de ses dimensions essentielles. C'est que l'anthropologie recèle également en son sein une puissance de relativisation qu'elle porte contre toute prétention impériale à une supériorité culturelle et épistémique. C'est précisément en enseignant la relativité des cultures que l'anthropologie de science coloniale qu'elle était, c'est-à-dire de science arrivée dans les bagages de la colonisation, est devenue une science décoloniale ou postcoloniale parce que précisément elle interdisait de penser l'idée même de mission civilisatrice ou l'idée même de supériorité d'une culture sur les autres et d'une épistémée sur les autres. Ainsi, l'anthropologie est-elle comme Janus, elle a deux visages, un visage colonial, mais aussi un visage postcolonial ou décolonial. Et relativiser, c'est justement questionner la prémisse sur laquelle repose en général la notion qu'une épistémologie pourrait être simplement occidentale et que par conséquent, il faudrait lui opposer alors les épistémologies du Sud global. Là aussi, il faut éviter de simplifier, c'est-à-dire d'essentialiser l'Occident en se donnant trop vite l'hypothèse d'un face-à-face entre une tradition épistémique occidentale dont l'essence même est d'être épistémicide et des épistémologies australes ou des épistémologies du Sud. La question est la suivante. Y a-t-il une essence qu'on peut appeler tradition épistémique occidentale? On peut déjà mettre l'expression au pluriel, ce qui évite d'essentialiser l'Occident, en reconnaissant la pluralité des paradigmes scientifiques considérés comme occidentaux. Il faut aller plus loin et intégrer dans le combat pour d'autres épistémologies une réflexion précise sur l'histoire de la dite science occidentale. Ici, le champ du savoir que je vais considérer est la cosmologie. Ainsi, je parlerai le langage de la physique avec le professeur ministre de l'Enseignement supérieur. Ainsi, si l'on considère que l'ancienne cosmologie aristotélicienne et ptolémaïque, le système d'Aristote et de Ptolémée, est une science occidentale et l'expression d'une tradition épistémique occidentale, il faut reconnaître le sens de la quête scientifique à laquelle sont attachés les noms de ceux qui ont fait la science moderne, Copernic, Tycho Brahe, Kepler, Galilée, Descartes ou Newton. Il s'agissait de détruire les différents piliers de cette tradition aristotélicienne, piliers qui sont un monde fini, centré sur la Terre, une différence radicale, ontologique, entre ces régions au-dessus du ciel de la Lune et les régions sous le ciel de la Lune, la perfection des corps célestes et celle de leurs supposés mouvements circulaires, etc. Ce qui importe alors, c'est la poursuite, le mouvement, le passage d'un monde clos, qui était le monde d'Aristote, pour reprendre le titre du plus célèbre livre d'histoire des sciences d'Alexandre Koyré, à un univers infini, qui est celui de la science moderne. Je prends ici l'exemple très précis de l'astronome Kepler, travaillant avec les résultats des observations de Tycho Brahe, décrivant les différentes positions de la planète Mars. Voilà donc un astronome armé des lunettes les plus puissantes qui observe le ciel et qui décrit les différentes positions de la planète Mars. Il ne fait que décrire. Ensuite vient Kepler qui va utiliser les tables astronomiques établies par Tycho Brahe. Ces positions, comme l'a soigneusement noté l'astronome danois d'abord, semblaient indiquer que la trajectoire de la planète Mars était une ellipse. Mais on ne pouvait pas affirmer une telle conclusion parce que l'idée était que les planètes ne pouvaient se mouvoir qu'en cercle. Il fallait que la trajectoire des planètes célestes soit des trajectoires circulaires. Et dès lors qu'un astronome, avec ses observations, établissait des points qui, lorsqu'ils étaient reliés, formaient une ellipse, on avait le sentiment que quelque chose
n'allait pas. Et la décision scientifique qui a été prise par Kepler a été de se demander, mais pourquoi pas une ellipse? Et c'est ce pourquoi pas qui l'a conduit à rompre avec la pensée traditionnelle sur le mouvement des planètes et à établir les bases d'une cosmologie moderne non aristotélicienne. Le philosophe français Gaston Bachelard a décrit le mouvement de la recherche scientifique comme étant animé par une philosophie du pourquoi pas et une philosophie du non. Systématiquement, il faut être non aristotélicien pour avancer à partir du paradigme aristotélicien. Il faut être non cartésien pour avancer à partir du paradigme cartésien, etc. Ce qui revient à dire qu'au lieu de parler de tradition épistémique occidentale, on pourrait dire que la seule tradition pour la science est de refuser précisément d'être une tradition. Si je dis cela, je peux sentir quelques objections en disant c'est parce qu'il est vraiment occidentalisé qu'il pense de cette manière-là. Une telle affirmation manifesterait une acceptation et une intériorisation d'une conception occidentale de la science. C'est une question qu'il faut en effet poser, c'est une question cruciale, qui a des conséquences importantes sur ce que signifie décoloniser la connaissance. Ma première réponse est que la science galiléo-cartésienne, la science de Galilée et de Descartes, comme nous appelons parfois la cosmologie moderne, n'est pas simplement occidentale. Descartes, bien qu'il définisse son travail en science et en philosophie comme une refondation radicale, admet que la matrice même de sa pensée est une science qui a une origine étrangère, comme son nom l'indique, celle de l'algèbre. Quand Descartes envoie tout promener, en disant « je fais table rase de tout, je vais reconstruire l'édifice de la connaissance à partir de zéro », il admet tout de même, et il le dit dans les règles pour la direction de l'esprit, que ce qui lui a donné l'idée même de sa démarche et de son approche, c'est la science qui est véritablement constitutive de son approche philosophique. Et cette science, dit-il, est une science qui nous vient des étrangers, puisque cette science nous vient des Arabes. Ce sont les Arabes, Al-Khawarizmi en particulier, qui est véritablement le fondateur de la science algébrique. Je parle sous votre contrôle, cher Serigne Mamour Mbacké, avec qui je discute de ces questions-là. Eh bien, l'origine du nom auquel Descartes fait allusion est donc arabe, et l'algèbre serait ainsi une science orientale ou islamique, si nous insistons pour enfermer la connaissance dans des traditions distinctes. Au lieu de cela, la bonne conclusion est que le mot occidental et le mot tradition, dans l'expression tradition épistémique occidentale, doivent faire l'objet de questionnements. Ma seconde réponse est en fait une question. Le pourquoi pas ne devrait-il pas être la condition universelle de la production de connaissances dans toutes les traditions épistémiques et donc être la force même qui les maintient ouvertes et les empêche précisément de se pétrifier comme de simples traditions. Sur le plan pédagogique, qui est celui sur lequel nous nous plaçons, toute éducation ne doit-elle pas avoir pour principe qu'il faut enseigner à toujours demander pourquoi? C'est cela, être un enseignant. Dire, apprendre aux enfants qu'il faut toujours poser la question pourquoi? Mais il y a une meilleure question encore que la question pourquoi, c'est la question pourquoi pas. Cette question me mène au sens même du mot éducation et à la notion selon laquelle éduquer, c'est toujours ouvrir et décentrement. Ouverture et décentrement. Éduquer n'est pas identité épistémique. Éduquer, c'est un devenir épistémique. Mais avant de développer cela, il me faut m'arrêter sur la question suivante. Valoriser, comme je le fais, le décentrement et l'ouverture comme dimension essentielle de l'éducation, n'est-ce pas accepter que dès lors qu'une cosmologie n'est pas celle de la science moderne, qu'on l'appelle ou non occidentale, n'a aucune validité et doit simplement disparaître? On pourrait me dire que je suis en train de justifier tous les épistémicides
possibles et imaginables. Faut-il accepter donc l'épistémicide et se résigner à voir disparaître avec les visions du monde qui les ont portées, les connaissances qui ont été produites, hors de ce que l'on considère comme la modernité scientifique? À ce compte-là, l'épistémée aristotélicienne aura, elle aussi, été victime d'épistémicide au même titre que les épistémologies du Sud global. Il faut dire alors que la validité des cosmologies demeure dans la vérité humaine qu'elles manifestent et qui perdure, cette vérité humaine, non pas contre la science moderne, ni en dépit de cette science moderne, mais dans leur sphère propre. Ce dont on peut trouver une illustration dans ce fait qu'il est important aujourd'hui, à un moment où l'humanité a certainement besoin de se rassembler autour d'un pacte mondial pour l'environnement, d'imaginer de nouvelles façons durables d'habiter ensemble notre si fragile planète Terre. Et que les traditions épistémiques qui ne reposent pas sur une séparation de l'industrie humaine d'avec la nature offrent la meilleure base philosophique pour un tel pacte. Le modèle de ce type de division est la philosophie de Descartes, telle qu'elle s'exprime dans sa fameuse déclaration selon laquelle l'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature. Nature dont il serait donc détaché. La transformation capitaliste de la nature en ressources naturelles disponibles pour l'exploitation traduit une telle vision. Face à la dévastation qu'elle engendre aujourd'hui, les traditions épistémiques qui inscrivent la vie et l'être humain dans la nature, au cœur de la nature, et parmi les autres êtres vivants, doivent jouer un rôle crucial pour orienter et façonner notre compréhension renouvelée de ce que signifie habiter ensemble notre planète Terre. L'inscription de l'humain dans le réseau des forces vitales qui constituent le monde est le fondement même de nombreuses cosmologies africaines, on le sait. Retrouver et revivifier leur signification aujourd'hui est alors un mouvement de décolonisation épistémique nécessaire et qui doit trouver place dans nos enseignements pour demain. Mais une telle affirmation ne saurait signifier qu'il faut opposer à la cosmologie et à l'épistémologie ouverte de la science moderne des cosmologies finies des sociétés africaines ou amérindiennes. Les Indiens d'Amérique du Sud ont en général des cosmologies que l'on peut parfaitement comparer aux nôtres. Il faut savoir penser à la fois la validité de ces cosmologies finies et la vérité universelle de celle-là, scientifique, même si elle est ouverte à la falsification, et comprendre que leur langage, les langages de ces cosmologies portent des savoirs utiles pour demain, qu'ils ne sauraient remettre en question, cependant, le savoir que porte le langage universel de la rationalité scientifique. L'historien post-hegelien du XIXe siècle, Karl von Prantl, a ainsi eu ce propos qui résume cela. Les langues, dit-il, c'est-à-dire les peuples, savent. Et la langue, c'est-à-dire l'humanité, sait. Je l'aurais cité volontiers en allemand pour mon ami Elhaj Ibrahim Diop ici, mais malheureusement, je ne sais pas l'allemand. Voilà, avec cette citation, qui me mène à cette importante question d'une éducation pour demain, qui est celle de la place qui sera faite aux langues africaines. Leur défense et illustration a connu dans notre pays tout particulièrement des héros, qu'on peut écrire comme on veut, H-E-R-O-S ou H-E-R-A-U-T-S, dans les deux cas de figure cela convient, des héros qui n'ont eu de cesse d'insister sur leur importance. Léopold Sédar Senghor, qui a défendu le bilinguisme comme voie de l'avenir dans une conférence de 1937 ici à la Chambre de commerce de Dakar. Cheikh Anta Diop, qui a fait, on le sait, de la question des langues et des épistémologies qu'elles portent et du futur qu'elles dessinent pour notre continent, le cœur même de son combat. On peut citer également Mamadou Ndoye, qui a jeté toute son énergie militante dans la bataille, et d'autres noms encore. Que veut dire sur cette question
éduquer et former pour demain, en se gardant là aussi de toute simplification. Se garder de toute simplification, c'est éviter de servir, comme trop souvent, un discours qui attribue les problèmes de niveau inadéquat des enseignants et parfois, hélas, des enseignants, des enseignés et parfois, hélas, des enseignants, à l'usage d'une langue dont on déclare bien trop vite qu'elle n'est pas la nôtre, sous-entendant par là ou même disant tout haut qu'elle serait fondamentalement étrangère à notre manière authentique de penser et donc d'apprendre. Je parlais du français. Il faut construire une continuité, certainement, entre la langue des premiers apprentissages et celle de l'école, dans une politique du plurilinguisme, et ne jamais perdre de vue que savoir penser dans plus d'une langue, penser, comme j'aime à dire, de langue à langue, c'est ultimement cela même que l'on appelle éducation. L'éducation, ce n'est pas autre chose que la capacité de se décentrer d'une langue à une autre. Sur ce point, je cite encore le propos d'Achille Mbembe. Une université décolonisée, écrit-il, devrait placer les langues africaines au centre de son projet d'éducation et de formation. Colonialisme rime avec monolinguisme. L'université africaine de demain sera multilingue. Elle enseignera en Swahili, en isiZulu, en isiXhosa, en Shona, en Yoruba, en Hausa, en Lingala, en Gikuyu, et elle enseignera toutes ces autres langues africaines que sont devenues le français, le portugais ou l'arabe, tout en faisant place au chinois, à l'hindi, etc. Fin de la citation d'Achille Mbembe. Je souligne dans cette citation la raison pour laquelle je vous la donne, c'est pour souligner 3 points. Premier point, merci. Vous avez senti le besoin où je me trouvais de prendre quelques gorgées d'eau en m'acheminant tout doucement vers ma conclusion. Encore un peu de patience. Premier point, si le colonialisme est en effet monolingue, il ne faut pas remplacer son centrisme par un autre centrisme. Le monolinguisme colonial par un monolinguisme postcolonial, mais s'installer au contraire dans un plurilinguisme qui évoluera dans le temps. Il n'y a rien de plus absurde que de penser qu'il y a une alternative entre telle langue et nos langues nationales et que se servir celle-ci, c'est s'amputer de celle-là. Deuxième remarque, dans cette stratégie du plurilinguisme, il faudra faire toute leur place à ces langues devenues africaines qui sont l'anglais, le français, le portugais également. La romancière Elisabeth Boye Moudimbe, quand elle était encore mariée à Valentin, propose de parler de langues d'Afrique pour parler des langues qui sont nées sur le continent et de langues africaines pour parler de ces langues qui sont aussi aujourd'hui des langues devenues africaines. En général et au total, il s'agit de sortir de l'identitarisme et de comprendre la signification philosophique et éducative de la traduction, qui est ouverture et devenir. Ce que Paul Ricoeur a appelé l'hospitalité langagière, qu'il définit ainsi, le plaisir d'habiter la langue de l'autre, compensé par le plaisir de recevoir chez soi, dans sa propre demeure, la parole de l'étranger. Pour m'acheminer vers ma conclusion, je voudrais évoquer cette parole fameuse de l'imam Ali ibn Abi Talib, 4e calife de l'islam, qui a déclaré « Apprenez à vos enfants autre chose que ce que vous avez appris, car ils ont été créés pour une époque différente de la vôtre. » Cette parole de l'imam éclaire parfaitement la signification de l'éducation comme décentrement et ouverture, en insistant sur l'importance du fait de se donner le monde à venir lorsqu'il faut penser la transmission et de bien comprendre alors le paradoxe de l'éducation qui est de devoir enseigner ce que l'on n'a pas soi-même appris. Mes collègues et moi faisons tous cette même expérience. Je suis sûr qu'ils partageront mon
expérience, qui est que j'ai appris infiniment plus de choses lorsque je me suis mis à enseigner que ce que j'avais emmagasiné lorsque j'étais étudiant. Je croyais savoir de la philosophie lorsque j'ai eu mon agrégation. J'ai compris que je ne savais rien quand j'ai commencé à enseigner, quand j'ai donné ici mon premier cours, qui était un cours sur Leibniz. Quand je suis arrivé devant la salle 76, les étudiants attendaient devant en fumant tranquillement leurs cigarettes. Quand je leur ai dit d'entrer, ils m'ont regardé en se demandant pourquoi cet autre étudiant me demande d'entrer, parce que j'avais une grosse coiffure afro et des blue jeans. Maintenant, les choses ont changé. Quand je demande aux gens d'entrer, ils entrent. Alors, on ne saurait mieux définir cette parole de l'imam Ali éclaire parfaitement donc la signification de l'éducation comme décentrement et ouverture, parce qu'elle insiste sur l'importance du fait de se donner le monde à venir lorsqu'il faut penser la transmission et de bien comprendre alors le paradoxe de notre métier. Cette parole de l'imam Ali ne faisait que reprendre au bout du compte la parole prophétique qui commandait d'aller chercher la science, fût-ce jusqu'en Chine. Atlubil ilm walaw fi Sin. Poursuivez la science, cherchez-la s'il vous faut aller jusqu'en Chine. On ne saurait mieux définir l'éducation comme décentrement. Ne vous enfermez pas dans votre identité, fût-elle celle de l'islam, ni dans votre langue, fût-elle celle de la révélation. Mais comprenez que l'éducation est sortie hors de chez soi pour mieux revenir à soi. Le décentrement dans l'espace auquel invite la parole prophétique, puisqu'elle nous envoie en Chine, est aussi, et elle est d'abord, ce décentrement dans le temps dont va parler l'imam Ali. Et c'est cette notion de l'éducation comme ouverture et de l'islam comme mouvement qu'exprimera l'attitude d'un philosophe, d'un penseur, d'un activiste, d'un politique comme Jamal ad-Din al-Afghani, lorsqu'il a reproché aux oulémas de son temps de s'enfermer dans une cosmologie aristotélicienne en ignorant la science moderne et d'enseigner un paradigme qui ne leur permettait pas de penser le temps présent et celui à venir. Autrement dit, cette idée que l'enseignement, l'éducation véritable et le savoir et décentrement et regard vers l'avenir est une idée qui est non seulement valable pour l'enseignement laïque que nous servons, mais également pour l'enseignement religieux, et c'est ce que dit Jamal ad-Din al-Afghani. Afghani, se retrouvant devant les grands oulémas de l'islam de l'Inde à l'époque, leur dit « Vous êtes des récitatifs. La seule chose que vous êtes en mesure de faire, c'est de répéter toujours les mêmes choses dans l'identité en ignorant que notre religion est une religion du mouvement et une religion de l'ouverture vers l'avenir. On vous dira par exemple que le bon mujtahid, donc celui qui est en mesure de réfléchir à ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est celui qui est en mesure de réciter évidemment la totalité du Coran, de connaître au moins 500 cas ou plus de circonstances où on a fait intervenir les versets d'abrogation, etc., etc. Ça veut dire qu'on l'oriente vers une connaissance passée au lieu de l'orienter vers une connaissance future. Il est bon, évidemment, d'avoir toutes ces connaissances-là avec soi. Il est bon également d'être enraciné au plus profond dans l'éthique islamique. Mais il est surtout bon de comprendre son époque et de comprendre la direction de cette époque-là pour pouvoir orienter les autres également. Et c'était cela, la signification de l'éducation comme décentrement et comme ouverture. Je voudrais finir sur ce que j'appellerais une traduction pratique de ce que j'ai dit jusqu'à présent sur un plan plutôt philosophique. Le monde qui vient, on le voit sous toutes les latitudes, est un monde où les femmes, l'autre moitié du ciel, comme dit le proverbe chinois, repris souvent par Mao Zedong, seront justement plus que la moitié des jeunes accédant à l'enseignement supérieur. Même si aujourd'hui les filles connaissent bien des obstacles à surmonter pour accéder à l'école et pour y rester, il demeure que cette tendance mondiale qui va transformer les sociétés est manifeste aussi en Afrique.
Il suffit de regarder aujourd'hui nos amphithéâtres pour se rendre compte que les filles, les femmes, les jeunes femmes vont devenir de plus en plus la majorité, et c'est heureux. Éduquer au monde qui vient sera tenir compte de cette tendance et l'orienter. En travaillant déjà à corriger une situation qui est le nombre bien trop faible d'étudiants dans les STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, par rapport, donc STEAM en français, par rapport à la population totale, en mettant un accent spécial sur l'accès des filles et des femmes à ces filières. On sait que la révolution de notre temps, celle de l'intelligence artificielle, ne transforme pas seulement les sociétés en transformant la signification même du travail humain. Elle transforme également nos catégories de pensée. Il nous appartient de faire en sorte que la science africaine soit présente dans cette révolution. Nous aurons alors rempli notre mission d'enseigner à nos enfants à vivre dans le monde qui sera le leur. Merci infiniment. Merci. 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 Monsieur le doyen, merci beaucoup. Monsieur le ministre, écoutez, je vous remercie. Merci infiniment, monsieur le docteur. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, merci. Merci. Un mois. D'accord.